Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une de l'actualité. Demain vendredi, l'hôpital mère-enfant de Bingerville va être inauguré. C'est un édifice réalisé par la Fondation Children of Africa pour un coût de 25 milliards de francs CFA. Dans cette édition, nous plancherons sur la création du parti unifié, un processus qui connaît des points d'achoppement dus essentiellement à des divergences de points de vue. Dans quelques instants, nous tenterons de comprendre la pomme de discorde entre les alliés du RHDP. La professionnalisation de la filière Carité a été débattue au cours d'un panel sous-régional. Il était organisé par le ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, en marge de la 62e commission de la Commission de la Femme tenue à New York. Merci de suivre cette édition. L'inauguration de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, c'est demain vendredi 16 mars. Un hôpital bâti par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Coût de cet édifice, 25 milliards de nos francs. La première dame du Niger assistera à cette inauguration. Elle a été accueillie à son arrivée par madame Dominique Ouattara à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Herman Guivi. Arrivée à Abidjan sur le coup de 17h50, la première dame du Niger, Lala Malika Issoufou, a été accueillie par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La première dame du Niger, venue prendre part à la 7e édition du dîner gala de célébration des 20 ans d'existence de la Fondation Children of Africa de la première dame, Dominique Ouattara. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être aux côtés de ma sœur Dominique. Je suis vraiment très fière d'elle. Nous la remercions beaucoup pour nous avoir invités ici. Pour l'événement, une pléiade de stars, invités, au nombre desquels la star de la musique mandingue, Salif Keïta. Je suis tellement content d'être là, parce que quand même c'est une cause juste et puis humanitaire. Je suis chez moi. L'artiste sénégalaise Koumba Gawolo, le styliste Alfadi et la pépite de la musique malienne, Sidiki Diabaté. C'est pour la bonne cause que je suis là. Et 20 ans d'événements, ça se fête. 20 ans de fondation, ça se fête. Et Inch'Allah, ça dit lourd, du jamais vu en Côte d'Ivoire. Des invités de qualité et de renommée internationale, des personnalités et artistes venus donner de leur présence pour témoigner de leur soutien aux actions d'amour et de solidarité portées par la Fondation Children of Africa de la première dame, Dominique Ouattara. L'hôpital mère-enfant de Bingerville reste pour l'heure la plus grande réalisation de la Fondation Children of Africa. Son inauguration coïncide avec le 20e anniversaire de la fondation de la première dame ivoirienne. Quelle est l'histoire de ce centre de santé dédié à la mère et à l'enfant? Des réponses avec Mahama Traoré. Nous sommes le 12 janvier 2012 quand la première dame Dominique Ouattara dévoile le plus grand projet de sa fondation Children of Africa. Il s'agit de la construction d'un hôpital dédié aux couples mère-enfant dans la commune de Bingerville. Un an plus tard, les actes vont se substituer à la volonté. Le 18 juin 2013, un contrat est signé avec l'opérateur retenu pour la construction de l'ouvrage. 10 jours plus tard, le président Alassane Ouattara procède à la pose de la première pierre. Pour sortir l'hôpital de terre, des fonds seront mobilisés auprès des donateurs. Ce sera à la faveur des dîners galas de 2012 et 2014 de la Fondation Children of Africa. Le 11 juin 2015, alors que les travaux sont largement avancés, le gouvernement ivoirien se joint à la cause de la Fondation Children of Africa. En plus du personnel médical, l'État s'engage à apporter un soutien financier de 1,8 milliard de francs CFA par an pour le fonctionnement du futur hôpital mère-enfant. Après 5 ans de travaux, l'hôpital mère-enfant est enfin né. Un investissement de 25 milliards de francs CFA, dont 18 milliards pour la construction et 7 milliards pour l'équipement. Un hôpital de dernière génération dont la mission première est d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant, de même que l'égalité d'accès aux soins de qualité pour toutes les couches sociales. En matière de sécurité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a appelé à la mobilisation de tous. Un appel lancé au regard des récents événements sociaux et sécuritaires enregistrés ces dernières semaines en Côte d'Ivoire. C'était lors d'une rencontre du ministre Sidiki Diakité avec les forces de sécurité de la police nationale. Michel Diri.
Le gouvernement ivoirien plus que jamais déterminé à traquer tous les individus qui posent des actes de nature à troubler l'ordre public. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré les forces de police. Des instructions fermes ont été données par le chef de l'État et elles seront appliquées. Dans la police, il y a une chaîne de commandement qui est bien établie. Par le truchement de cette chaîne de commandement, vous allez recevoir des instructions précises en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, la circulation des véhicules administratifs avec des plaques banalisées, l'utilisation des vitres teintées, la circulation sur les trottoirs plutôt que sur la route. Les forces de police ont été par ailleurs invitées à plus de professionnalisme. Je voudrais donc vous demander à chacun de revisiter notre déontologie, de respecter les consignes données par les supérieurs hiérarchiques, de demeurer discipliné, mais aussi de demeurer confiant en vous-même. Le ministre Sidiki Diakité a déploré les récents cas d'incivisme et les attaques contre les symboles de l'État observées ces dernières semaines dans certaines localités. Il a annoncé que très prochainement, tous les services de son ministère seront suffisamment dotés en équipements et infrastructures, mais aussi en matériel nécessaire au maintien de l'ordre. Le ministre des Affaires étrangères veut pour sa part que les représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger participent au développement économique de la Côte d'Ivoire. Pour cela, il entend impliquer les diplomates ivoiriens. Le ministre Marcel Amontano a expliqué sa vision. Il était face aux représentants des missions diplomatiques accréditées dans le pays. Nous restons avec Michel Digré pour le compte-rendu. L'économie ivoirienne a affiché ces 5 dernières années une croissance remarquable avec une moyenne de plus de 8%. Dans cette dynamique, le gouvernement entend désormais encadrer le secteur privé ivoirien à la recherche de débouchés et ce, avec l'implication du corps diplomatique. C'est le message qu'a livré le ministre des Affaires étrangères aux représentants des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire. L'ambition du président de la République est de mettre la diplomatie ivoirienne au service du développement économique et social de notre pays. C'est la raison pour laquelle il prône une diplomatie économique plus active, dont les principaux acteurs doivent être les missions diplomatiques, ainsi que les consulats généraux et consulats honoraires ivoiriens ouverts dans vos pays. Le ministre Marcel Amontano lève un coin de voile sur la dynamique qu'il entend impulser pour l'atteinte de ses objectifs. Je voudrais donc rappeler que la Côte d'Ivoire reste un marché libre, ouvert et concurrentiel, ouvert aux investisseurs de vos pays. Ainsi, à l'avenir, les délégations de nos opérateurs économiques et hommes d'affaires en mission de prospection économique dans vos différents pays seront accompagnés par des diplomates ivoiriens et même par des membres du gouvernement, comme c'est le cas de vos missions économiques et commerciales en Côte d'Ivoire. Le ministre souhaite par ailleurs une pleine application du principe de réciprocité dans ces nouvelles relations économiques et commerciales. Je voudrais également, mesdames et messieurs les ambassadeurs, pouvoir compter sur votre appui afin que les produits ivoiriens puissent être écoulés sans entrave sur vos marchés en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique en général et plus près de nous en Afrique de l'Ouest dans l'espace CEDEAO. Il faut que les produits ivoiriens puissent bénéficier des mêmes avantages fiscaux que ceux accordés aux produits importés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 57 ambassades, missions permanentes et consulats à travers le monde. Sénatorial de mars 2018, le Conseil national de la presse a invité les organes de presse au respect de la campagne pour ce scrutin. À la faveur d'un panel, les professionnels de la presse ont été appelés à jouer un rôle participatif et constructif dans la tenue de l'élection des sénateurs en vue de consolider la paix et la démocratie. Moussa Konati. Leur implication est importante dans l'organisation d'une élection. Les organes de presse occupent une position de choix lors des campagnes électorales. Leurs activités sont suivies de très près par le Conseil national de la presse. Pour l'élection des sénateurs prévue le 24 mars prochain, la structure de régulation de la presse ivoirienne invite les journalistes au respect des règles professionnelles. Il n'appartient pas aux journalistes, en tout cas, d'améliorer ou bien de déformer les propos des différents candidats.
Non, rester à l'intérieur de la profession, faire en sorte que le débat soit républicain. La loi indique que seule la CEI est autorisée à proclamer les résultats. La presse ne reprend les résultats qu'une fois annoncés par la CEI. Donc il est interdit à tout organe de presse de publier des résultats avant la CEI. En cas de non-respect, nous allons interroger la loi et nous ferons ce que la loi nous indiquera. Un appel donc lancé aux professionnels de la presse pour la bonne couverture médiatique de ces élections. La Commission électorale indépendante CEI apporte également des précisions sur le mode opératoire du scrutin. Il s'agit d'un scrutin de liste majoritaire bloqué à un tour. Il n'y a pas deux tours. Par contre, en cas d'égalité, on reprend l'élection une première fois. S'il y a une nouvelle égalité, on organise encore une nouvelle élection. Et s'il y a encore une égalité, en ce moment, la liste sur laquelle figure le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le collège électoral est constitué des députés, des conseillers régionaux, des conseillers de district élus et des conseillers municipaux. Des informations utiles destinées aux acteurs de la presse afin que ceux-ci puissent mieux éclairer l'opinion sur ces premières élections sénatoriales. Dans le dossier de ce jeudi, nous parlerons politique. Le parti unifié pose problème au sein de l'Alliance des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Qu'est-ce qui explique les divergences et la pomme de discorde qui fâchent les alliés? L'éclairage de Gabriel Zani. La très grande majorité des militants et des militantes du PDCI RDA sont pour le RHDP et pour le parti unifié. Si parti unifié il doit y avoir, ce sera après l'alternance. La machine pour la mise en place du parti unifié serait-elle en train de se gripper? Dans tous les cas, l'on assiste ces derniers jours à des divergences au sein du Rassemblement des oufouettistes. Créée en 2005 en France, cette coalition remporte sa première victoire politique à la présidentielle de 2010 avec Alassane Ouattara comme candidat de la coalition. En 2015, l'Alliance propose la même affiche et gagne la présidentielle. Cette fois-ci, la question d'un parti unifié est évoquée. Pour ce faire, un comité de haut niveau est mis en place chargé de réfléchir à la question du parti unifié. Nous avons eu des mandats qui ont donné un travail. Ce travail continue. Ça se passe dans de bonnes conditions. Et attendez qu'on rende compte à nos mandats pour, disons, ensuite vous dire la substance finale. Voilà ce que je veux vous dire. Les choses avancent normalement. S'unir pour gouverner le plus longtemps possible, c'est l'idée du parti unifié. Mais c'est sans compter avec les appréhensions et parfois le refus que cela pourrait susciter au sein des partis membres de la coalition. L'UDPC a un avenir dans le RHDP parce que toute alliance est bonne à prendre. Il s'agit de savoir les organiser, de savoir tirer les avantages de l'alliance. Notre position n'a pas varié d'un iota, nous, mouvement du Cameroun RDR. Depuis le départ, nous avons dit que nous étions pour une alliance forte. Des avis des militants de base partagés sur le dilemme du parti unifié. Mais perte d'identité, effacement de l'histoire, ce n'est pas seulement ce qui fâche les membres de la coalition au plus haut niveau. PDCI RDA, patrimoine politique de la Côte d'Ivoire. Nous devons être sûrs, être fiers d'être PDCI RDA. Suivons notre route. À l'origine de la discorde, l'alternance pour la présidentielle de 2020. Pendant que le PDCI demande à son allié de la rue Lépic de lui renvoyer l'ascenseur à la présidentielle de 2020, le RDR propose de constituer d'abord le parti unifié. La prochaine étape pour nous, c'est d'aller au parti unifié. Et tout concourt aujourd'hui à faire en sorte que nous ayons le parti unifié. Et le parti unifié, c'est pour la paix et la stabilité dans notre pays. Mais les équations personnelles ne doivent pas l'emporter sur l'intérêt général et l'intérêt du pays. Les intérêts divergent à 2 ans de la présidentielle entre les deux grands signataires du RHDP, le PDCI et le RDR. Les appels à l'apaisement se multiplient alors. On a décidé d'aller à RHDP.
d'être ensemble. Tant que nos deux chefs ne viennent pas nous dire qu'on a rompu avec le pacte, mais nous devons nous engager dans cette voie. Parce que c'est la voie du salut, c'est la voie qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est la voie du dialogue, c'est la voie de la paix. Nous sommes tous des membres d'une famille, il peut y avoir des hauts et des bas, mais l'essentiel c'est que le cap soit gardé. Le MFA et le PIT, quant à eux, se veulent plus rassurants sur la question du parti unifié. Nous pensons que si les uns et les autres, je veux parler des partis membres du RADP, y mettent la volonté, le RADP peut évoluer jusqu'à arriver au parti unifié. Pour nous, au MFA, il n'y a pas de réticence. Je voulais vous dire déjà qu'en octobre 2017, plus de 2000 délégués ont donné mandat au président de prendre part aux travaux sur le parti unifié. Même si aucune déclaration n'est faite à l'issue des réunions tenues au siège du RDR les 5 et 6 mars dernier, le comité de haut niveau travaille pour la naissance du parti unifié. Les textes fondateurs sont déjà rédigés et donc le comité de haut niveau a été mis en place pour déjà établir le processus d'aller au parti unifié qui va passer d'abord par des dispositions transitoires. Puis il y aura un comité directeur qui est donc l'organe opérationnel qui va donc travailler, faire les sensibilisations, mettre en place tout ce qu'il faut pour préparer nos militants à l'adhésion du parti unifié. Le manifeste du parti unifié est un laboratoire, la création du parti n'est donc pas remise aux calendes grecques. La machine est en marche malgré les réticences. La dynamique est insufflée au comité de haut niveau par le président Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Le parti unifié et les sénatoriales étaient au cœur d'une rencontre entre la secrétaire générale du RDR et les femmes du RHDP. Kandia Camara est revenu sur la préparation des élections sénatoriales avant de demander aux femmes du RHDP de s'inscrire dans la vision du parti unifié. Herman Guivi. À l'invitation de la secrétaire générale du RDR, Kandia Camara, les femmes du RHDP se sont rendues au siège du RDR pour recevoir les consignes d'usage avant la dernière ligne droite, les campagnes qui précèdent l'élection des sénateurs le 24 mars prochain. La consigne du jour, la voici. Toutes les femmes élues doivent soutenir partout où elles se trouvent les candidats du RHDP, les 2 candidats du RHDP par région. Les femmes élues et militantes, invitées à s'approprier le terrain en soutenant les listes de candidature RHDP. 33 listes de candidatures ont été retenues dans le cadre de ces sénatoriales. 8 candidates défendront l'étendard féminin pour la liste RHDP. Occasion pour Kandia Camara d'appeler les femmes du RHDP à faire bloc autour de la vision du parti unifié. Nous avons la chance. Également dans l'actualité politique, le projet de création d'un groupe parlementaire RHDP, projet que soutiennent l'UDPCI et le PIT. Les présidents de ces 2 partis ont échangé avec les membres du comité ad hoc qui regroupe des députés. Sidonie Davila. Sollicité par des parlementaires, le premier responsable de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, donne son accord pour la création d'un groupe parlementaire RHDP. J'ai eu à les encourager, à les soutenir et à leur dire ma foi dans la cohésion que nous serons capables de retrouver au sein de la famille des Oufouettis, parce que c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Le projet de création d'un groupe parlementaire RHDP est porté par des députés issus des groupes parlementaires du PDCI, du RDR, de l'UDPCI et de certains groupes parlementaires indépendants. Le comité ad hoc mis sur pied pour mener à bien ce projet l'a aussi présenté au patron du PIT, Parti ivoirien des travailleurs, qui a donné sa caution. Nous saluons cette initiative de mettre sur pied un groupe parlementaire dont les membres sont déterminés à travailler, à épauler tous les présidents des partis membres du RADP dans leur action de recherche de la paix afin qu'ensemble nous puissions, la paix revenue,
poursuivre le développement de notre pays. Le soutien de l'UDPCI et du PIT, ces partis membres du RHDP, est important pour les députés qui souhaitent que tous les partis puissent s'associer à leur initiative. La mise en place d'un groupe parlementaire RHDP permet de créer l'osmose entre les différents partis qui sont représentés à l'Assemblée afin de nous permettre de parler d'une seule et même voix. Le comité ad hoc des députés que dirige Frigbo Basile, député PDCI, espère mettre sur pied le groupe parlementaire RHDP bientôt. Nous ouvrons à présent la page économie de cette édition. Le CNRA, Centre national de recherche agronomique, a présenté aujourd'hui le répertoire des variétés améliorées de culture vivrière. La cérémonie a eu lieu à son siège à Adopo-Doumé. Elle vise l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays. Jean-Luc Bambou. Depuis qu'il s'est lancé dans la production de bananes de contre-saison, Albert Kanga est convaincu de faire œuvre utile. En Côte d'Ivoire, on a une période où la banane sort beaucoup. Et à un certain temps de l'année, la banane disparaît. Et c'est ce que j'appelle la production contre-saison. Ça nous permet d'avoir la banane au moment où il n'y a pas de banane. C'est une manière aussi de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. La bananeraie d'Albert Kanga s'étend sur une superficie de 15 hectares, dont 5 sont essentiellement dédiés à la production de bananes de contre-saison. Albert est devenu un spécialiste de la contre-saison en 2014 grâce au Centre national de recherche agronomique. Pour produire la contre-saison, ce n'est pas facile. La banane doit fleurir dans le mois de février où il n'y a pas d'eau. Or, un bananier qui n'a pas d'eau ne peut pas donner un bon régime. Mais Dieu merci, avec les nouvelles variétés du CNRA, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir vraiment entre 25 et 30 tonnes à l'hectare. Albert est l'un des principaux fournisseurs des grandes surfaces et les marchés du vivrier en Côte d'Ivoire. En dehors de la banane, plusieurs autres spéculations vivrières ont fait l'objet de recherches scientifiques. Nous sommes à la station de recherche sur les cultures vivrières du CNRA à Bouaké. Ici, le Dr Dibi et son équipe achèvent leurs travaux sur de nouvelles variétés de patates douces. 3 variétés ont déjà été sélectionnées et sont vulgarisées en milieu paysan. Ces variétés ont fait l'objet d'études en station pendant de nombreuses années. En plus, elles ont été sélectionnées avec la collaboration de paysans dans différentes zones de la Côte d'Ivoire. La force de cette variété, c'est sa forte valeur nutritionnelle et son cycle de production assez court. L'accent chez nous ici est mis sur la sélection de variétés à chair orange, c'est-à-dire des variétés qui sont riches en provitamine A. En 3 mois, 4 mois, elle permet d'avoir des rendements très élevés, 15, 20, 25 tonnes par hectare. Depuis 1998, ce sont près de 80 variétés améliorées de cultures vivrières qui ont été mises en place par le Centre national de recherche agronomique, entraînant pour certaines un boom de la production. Pour le manioc, sur un hectare, au lieu d'avoir 20 tonnes, quand on cultive une variété locale, une variété traditionnelle, aujourd'hui, si on cultive les variétés du CNRA, on peut atteindre 30 à 40 tonnes. Proposer des technologies performantes, tolérantes aux maladies et riches en nutriments afin de relever le défi de la sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, la recherche se trouve confrontée à quelques obstacles. La recherche coûte très cher. Souvent, on ne compte même pas le financement et il faut s'occuper du chercheur lui-même. Il faut les infrastructures. La production annuelle des vivriers est estimée à 16 millions de tonnes et procure à l'économie ivoirienne un chiffre d'affaires de plus de 1500 milliards de francs CFA, représentant 12% du PIB. Ce secteur occupe environ 85% de la population agricole active et est en majorité constitué de femmes. Les cultures vivrières ont permis d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire, à l'exception du riz, dont la demande est satisfaite à près de 30% par des exportations. Direction New York, où s'est tenue la 62e commission de la condition de la femme. En marge de cette rencontre, le ministère ivoirien de la solidarité de la femme et de la protection de l'enfant a initié un panel sous-régional sur le karité. Les pays invités étaient le Burkina Faso et le Mali. Thème retenu, la contribution valeur karité à l'autonomisation des femmes en milieu rural, l'expérience de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso. Le but est de créer un cadre de collaboration en vue de la professionnalisation de la filière karité. Le point de notre envoyé spécial, Ami Sissoko. Comment autonomiser les femmes des zones productrices du karité? Bien qu'étant l'une des activités principales des femmes, les techniques de production du beurre de karité demeurent artisanales. En Côte d'Ivoire,
Les femmes représentent 90% des acteurs de cette filière qui compte environ 12 000 productrices-collectrices. La problématique de leur épanouissement réunit le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Un panel initié par la Côte d'Ivoire en marge de la 62e Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York. Ce panel sous-régional pour partager les expériences et renforcer la collaboration entre les États de la sous-région autour de la filière karité. Burkina peut nous apporter leur expérience dans le domaine du karité, puisque le Burkina a commencé à structurer le karité avant la Côte d'Ivoire. Dans mon village, il existe une unité industrielle de transformation et de production de beurre de karité avec un laboratoire d'analyse, ce qui leur permet de produire du beurre bio et de le commercialiser. Le karité est une source de revenus pour de nombreuses femmes, à l'instar de celle du nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus parce que nous espérons qu'en présentant les différentes expériences et les différents appuis que nous souhaitons apporter pour l'autonomisation des femmes rurales, que nous puissions obtenir les appuis, les investissements publics et privés qui accompagnent justement la filière karité. Il y a plus de 3 millions de femmes qui vivent du karité et qui tirent 85% de leur source de revenus de la filière karité. C'est pour dire son importance dans l'économie. Le karité est développé sur 5000 km dans plus de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Burkina Faso occupe le 2e rang mondial après le Nigeria. La Côte d'Ivoire le 5e avec 40 000 tonnes d'amandes par an. Le Mali occupe le 2e rang des pays producteurs en Afrique. À New York, il existe des moyens à mettre en œuvre pour que la production de karité soit un levier de l'autonomisation de la femme dans les pays africains. L'annexe fiscale 2018 modifiée a été présentée aux entreprises françaises en Côte d'Ivoire par le directeur général des impôts, Ouattara Sie Abou. C'était à l'occasion d'un déjeuner débat organisé récemment à Abidjan par la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire. Cheikh Koni. Avec un peu plus de 800 sociétés en Côte d'Ivoire dans les secteurs de la banque, du BTP et du transport, les entreprises françaises contribuent à hauteur de 50% aux recettes de l'État en matière d'impôts sur les bénéfices. Elles emploient environ 120 000 personnes et génèrent un chiffre d'affaires consolidé supérieur au budget national. Ces chiffres démontrent la place occupée par les entreprises françaises dans l'économie nationale. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre d'échange entre le directeur général des impôts et les opérateurs économiques français sur les nouvelles mesures adoptées dans le cadre de l'annexe fiscale 2018. Ce genre d'exercice est d'autant plus important pour nous, l'administration, qu'il nous permet de recueillir vos préoccupations et de les traduire dans ce que nous appelons le COMAF, le commentaire administratif des dispositions de l'annexe fiscale. Les participants à ce déjeuner débat, tout en saluant la réactivité du gouvernement, ont fait des recommandations. Les nouvelles dispositions de l'annexe revues et corrigées vont tout à fait dans le sens des demandes du secteur privé. Nous souhaiterions que l'effort fiscal soit plus justement réparti en élargissant la base d'imposition afin de diminuer la pression sur nos entreprises généralement en règle. Plusieurs préoccupations ont été relevées par les chefs d'entreprise présents, notamment sur la probable réapparition des mesures ayant fait l'objet de retrait. Le directeur général des impôts a saisi l'occasion pour indiquer qu'aucune mesure retirée ou modifiée ne sera réintroduite. C'est le 2 janvier que l'annexe fiscale 2018 est entrée en vigueur. Après plusieurs rencontres avec le patronat, les groupements professionnels et l'État, des dispositions ont été modifiées ou retirées à la suite de certaines observations formulées par le secteur privé. Ailleurs, la guerre syrienne a déjà fait plus de 350 000 morts, des centaines de milliers de blessés et de handicapés, 6 millions de réfugiés et autant de déplacés internes. Elle entre dans sa 8e année ce jeudi 15 mars. Ce conflit a provoqué, selon les Nations Unies, l'une des plus graves crises humanitaires depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et aucune perspective de solution ne se profile à l'horizon. Herman Guivi. Une foule qui scande, des slogans hostiles à Bachar el-Assad, une manifestation durement réprimée par des forces de l'ordre. Le quartier de Al-Khalidia de Homs compte ses premiers martyrs. Ces images ont été tournées à Homs et marquent le début du conflit syrien. Un conflit qui entre ce jeudi 15 mars 2018 dans sa 8e année. Débuté dans le vent du printemps arabe, le mouvement de protestation s'est transformé en insurrection armée.
avant de voir l'apparition de factions rebelles et de connaître une intensification avec l'implication directe ou indirecte de puissances étrangères comme la Russie, la Turquie, les États-Unis. Armes chimiques, massacres de civils, accusations de crimes de guerre selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Le conflit aurait fait 350 000 morts et des millions de blessés depuis son entame. Le 7e anniversaire du conflit marqué par la mise en déroute des djihadistes de l'État islamique après sa montée en puissance en 2014 et la conquête de vastes territoires comme Raqqa, bastion de la rébellion, finira par être repris par les forces démocratiques syriennes. 7 ans après l'éclatement du conflit, la quasi-totalité du pays est un champ de ruines. Bachar el-Assad est toujours le maître du jeu en Syrie. Les raids se multiplient dans la Ghouta orientale. Le régime de Damas est plus déterminé que jamais à reconquérir chaque morceau de terrain occupé par la rébellion et les milices djihadistes. Fin de ce 23h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. À demain.